Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les week-ends pour faire le débrief hebdo de la semaine et pour préparer la semaine prochaine. Beaucoup de choses à dire ce soir puisqu'on a eu une semaine particulièrement chargée en termes d'actualité, d'un point de vue aussi macroéconomique et puis d'un point de vue technique sur les marchés. Donc pas mal de choses à dire, à voir. Et bien évidemment, on va faire un petit point autour des actualités de cette fin de semaine et de ce week-end. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et surtout, à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Je vous rappelle que c'est là-bas que tout se passe. Deux petites infos supplémentaires. Je vous rappelle que la phase publique de notre levée de fonds sur Cryptown est toujours en live. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas. Et je vous rappelle aussi que notre e-book est toujours disponible. Il est totalement gratuit. Vous avez là aussi tous les liens en bio et en description pour le télécharger. Allez, c'est parti, on commence tout de suite et comme d'habitude avec un premier petit point sur les actualités de cette fin de semaine et la première qui concerne tout simplement Bitcoin. On a tout simplement la société Bernstein qui a publié ses nouvelles prévisions pour Bitcoin et qui envisage un BTC aux alentours des 200 000 dollars d'ici la fin de l'année 2025. Donc à peu près ce qu'on envisage en termes de fin de bull run. Eux envisagent des targets donc à 200 000 dollars et un Bitcoin qui irait même chercher à plus de 1 million de dollars d'ici 2033. Alors, les 200 000 dollars au cours du prochain bull run, moi je pense que c'est une target qui est très optimiste, mais qui est envisageable. Ok, si on a un contexte macroéconomique qui est favorable, si on a des événements positifs pour l'écosystème crypto en termes de démocratisation et d'adoption, je pense que ce sont des targets qui sont atteignables, même si encore une fois, je considère qu'elles sont un petit peu optimistes. Ensuite, pour ce qui est de dépasser le million de dollars d'ici 2033, bon, là je pense que c'est un petit peu des plans sur la comète, c'est très compliqué de savoir d'ici là ce qui va se passer, peut-être qu'on les atteindra bien avant, peut-être qu'on les atteindra jamais, c'est très compliqué de savoir ce qui va se passer dans les prochaines années. Donc voilà, je trouve que là, ça n'a pas forcément d'intérêt ce genre de prévision. Mais en tout cas, voilà leurs dernières estimations. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Selon vous, à quel prix va monter Bitcoin? Quel sera l'ATH final de Bitcoin lors de ce bull run? Moi, personnellement, pour vous donner mon avis, je pense qu'on viendra chercher des targets entre 150 et 175 000 dollars maximum. Après, encore une fois, les choses peuvent changer très très vite, donc attention. On enchaîne avec une deuxième news désormais, avec une étude qui nous vient de Forbes, qui nous apprend que apparemment CZ, donc le fondateur de Binance, que vous connaissez probablement, posséderait environ 94 millions de BNB, ce qui représente 56 milliards de dollars au cours actuel. Et surtout, ça représente 64% de l'offre en circulation. Et ça, c'est énorme. Et c'est peut-être même un petit peu problématique. Parce qu'en fait, on se retrouve aujourd'hui avec une crypto, en l'occurrence le BNB, qui est détenue en majorité par son fondateur. Donc imaginez si Sizi, voilà, il doit payer une nouvelle amende auprès de la SEC et il se dit, bah tiens, pour payer l'amende, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre mes BNB. Tous mes BNB. Ça peut faire très très mal. Moi, c'est quelque chose vraiment qui me plaît pas beaucoup sur les projets crypto. Quand je fais une étude de la tokenomics, ce que je regarde aussi, c'est qui détient les tokens. Est-ce qu'on a un, deux, trois gros portefeuilles qui détiennent une grosse partie de la supply? Si c'est le cas, en général, j'essaye plutôt de m'écarter de ce genre de projet, surtout quand je les connais peu, parce que on n'est pas à l'abri qu'il y ait un de ces fondateurs justement qui décide de vendre ces tokens, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le cours. Bon, là, sur le BNB, je me fais pas trop de soucis, c'est un token que je connais, Binance, on connaît, voilà, c'est relativement solide, mais c'est vrai que ce chiffre-là peut faire un petit peu peur et il faut en avoir conscience évidemment quand vous investissez sur le BNB. On enchaîne avec une troisième actualité, cette fois-ci qui concerne à nouveau les ETF spot Ethereum dont on a parlé déjà pas mal un petit peu dans la semaine. Et on a eu de nouvelles estimations concernant ces ETF. Alors déjà, Gary Gensler, début de semaine, nous disait que voilà, ça allait très probablement être accepté durant l'été. Là, on a eu une petite précision donc d'Eric Balchunas. Vous le savez, c'est l'expert numéro 1 des ETF. Il travaille chez Bloomberg. Et selon lui, eh bien, les ETF seront lancés le 2 juillet. Alors moi, je suis content parce que le 2 juillet, c'est mon anniversaire. Donc ça me ferait un beau cadeau
si on a le lancement des ETF le 2 et que Ether se met à pump à ce moment-là, franchement, ça me fera un beau cadeau d'anniversaire, je serais bien content. En tout cas, on verra ce qui se passera d'ici là. Je pense qu'en termes de timing, c'est pas du tout impossible qu'effectivement ce soit accepté dans les 2-3 prochaines semaines. On verra ce qu'il se passera. Dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Voilà, est-ce que selon vous, effectivement, ils vont être acceptés au début de l'été ou est-ce que vous pensez que ça sera un petit peu plus tard, genre à la rentrée? Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On enchaîne avec une autre actualité, cette fois-ci une étude non pas de Forbes, mais de Coinbase, qui nous apprend que 56% des 500 plus grandes entreprises américaines sont impliquées dans l'écosystème blockchain et crypto. C'est énorme, c'est vraiment énormissime. Vous avez plus d'une entreprise sur deux aux États-Unis parmi les plus grosses qui utilisent ou investi ou sont impliqués directement ou indirectement dans les cryptos et la blockchain, bref, dans le Web3. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas forcément compte au quotidien, mais l'utilisation de la blockchain, elle est de plus en plus présente dans plein de secteurs économiques. Et ça, c'est vraiment hyper important de le comprendre. C'est que, effectivement, le grand public, pour le moment, n'a pas encore imprégné cette technologie dans son quotidien, mais ça va venir. Ça va venir, pourquoi? Parce que dans les hautes sphères, c'est déjà le cas. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Ça vient toujours par les entreprises, dans la tech, les États. Et après, le peuple se met à utiliser ça de manière quotidienne et de manière habituelle. D'accord? Voilà un petit peu pour les actualités de cette semaine, les amis. On va désormais pouvoir passer au point macroéconomique, puisque cette semaine, vous le savez, on a eu pas mal de choses intéressantes. À commencer par les chiffres de l'inflation, mercredi après-midi. Des chiffres d'inflation qui ont été bien meilleur qu'attendu. Effectivement, les estimations avaient prévu plutôt une stabilisation de l'inflation sur le mois de mai. Et finalement, eh bien, l'inflation, elle s'est repliée beaucoup plus que prévu, y compris sur l'IPC Core. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, d'accord? Puisque je vous rappelle que l'objectif de la Fed, donc de la Banque Centrale Américaine, c'est de ramener l'inflation à se stabiliser sous les 2%. Et là, bah, on est plutôt bien parti pour y aller. À la suite de la publication de ces résultats, on a eu le FOMC. D'accord? Donc sans surprise, la Fed a maintenu ses taux à 5,5%. Mais le discours de Jérôme Powell et sa conférence de presse nous permettent d'envisager éventuellement une première baisse de taux d'ici la fin de l'année 2024. Pourtant, depuis le FOMC, le dollar américain n'a fait que monter. Assez étonnant. Et oui, on aurait pu se dire, bon, données de l'inflation plutôt positive, on envisage une éventuelle première baisse de taux à la rentrée, on aurait pu se dire, bah tiens, le dollar, il va peut-être venir casser ce support des 104 points pour aller chercher 102. Surtout que le lendemain de cette publication d'inflation et du FOMC, on a eu les chiffres des prix à la production. Chiffres qui avaient été très mauvais sur le mois précédent et qui ont été particulièrement bons sur ce mois-ci. On avait donc pas mal d'éléments qui nous permettait de dire, bon, bah, on va peut-être avoir un petit peu de respiration sur le dollar et des classes d'actifs risqués qui vont repartir à la hausse. Et finalement, pas du tout. Finalement, le dollar n'a fait que monter sur cette deuxième partie de semaine. Il est venu casser cette zone de résistance et il est même en train de la retester. Bon, là, le marché est fermé, mais c'est plutôt intéressant ce qu'il nous fait. Alors pourquoi? Bah, parce qu'il y a encore des tensions sur le marché. Il y a encore de l'incertitude. Et puis, il y a des éléments aussi externes au marché qui viennent apporter une certaine pression sur le dollar. On a eu notamment, semaine dernière, la fin du pacte pétrodollar, justement, entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Un pacte qui était en place depuis plus de 50 ans, que l'Arabie Saoudite n'a pas renouvelé. On a toujours des tensions géopolitiques extrêmement importantes au Moyen-Orient, mais aussi entre la Russie et l'Ukraine, et j'ai envie de dire l'Union Européenne et les États-Unis. On a des tensions politiques nationales aux États-Unis, avec les élections. Donc on a un contexte, un agrégat d'éléments qui font que ça reste compliqué pour le moment. Donc on va voir ce qu'il va se passer. Pour le moment, ce que fait le dollar, c'est quand même très bullish, d'accord? Si on confirme le retest de ce support, on ira chercher probablement cette zone aux alentours des 106,4 points. Après, comme l'a très bien expliqué Jérôme Powell, la politique monétaire qui va être adoptée par la Fed va dépendre des datas macroéconomiques qui vont être publiées au fur et à mesure. La Fed est data dependent. Elle prend ses décisions en fonction des données qui lui parviennent. Et ça tombe bien, puisque semaine prochaine, on va à nouveau avoir des données macroéconomiques assez intéressantes. Alors pas qu'aux États-Unis, je vais vous expliquer un petit peu le programme qui nous attend, mais on va en avoir.
Déjà, pour commencer la semaine, lundi, on aura pas mal de chiffres intéressants du côté chinois sur l'immobilier, l'industrie et le secteur de l'emploi. D'accord? Pour commencer la semaine, pour se mettre en jambe, c'est pas mal. Une bonne session asiatique pour bien commencer fort. Mardi, on aura les résultats de l'inflation au sein de la zone euro. Inflation qui est attendue plus haute que prévu pour la deuxième fois consécutive. 2,6% au lieu de 2,4%. Alors que, je vous le rappelle, la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, vient de baisser ses taux d'intérêt directeurs. Aïe aïe aïe. Mauvaise décision, Christine Lagarde, t'as fait une connerie là. Ensuite, du côté américain, on aura les ventes au détail et les ventes au détail principales. Data dans le contexte inflationniste actuel qui sera évidemment très très intéressant à prendre en compte. Mercredi, journée très intéressante à nouveau du côté asiatique puisqu'on aura le compte-rendu de la politique monétaire de la Banque centrale japonaise qui, je vous le rappelle, cette semaine vient de stabiliser ses taux une nouvelle fois à 0,1%. Et on aura les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni. Jeudi, journée très complète aussi, avec de nouveau des datas du côté asiatique, mais c'est surtout du côté européen que ça va être intéressant, puisqu'on aura notamment les prix à la production du côté allemand, la décision de la Banque centrale suisse sur ses taux d'intérêt directeurs, d'accord, et le bulletin économique de la BCE. Du côté du Royaume-Uni, on aura là aussi des choses importantes, avec notamment la décision de la Banque centrale anglaise sur ses taux. Donc deux banques centrales européennes importantes, la Suisse et le Royaume-Uni, qui publient leurs décisions jeudi. Et du côté américain l'après-midi, pas mal de données sur l'immobilier avec les permis de construire et les mises en chantier, mais aussi d'un point de vue économique avec les inscriptions hebdomadaires au chômage comme tous les jeudis, ainsi que l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie et les stocks de pétrole brut. Et on terminera vendredi avec là aussi une journée très intéressante. Inflation et PMI au Japon, vente au détail au Royaume-Uni, PMI manufacturier et services sur l'ensemble de la zone euro, et PMI manufacturier et services aux États-Unis. Grosse fin de semaine qui nous attendra sur les marchés financiers, que ce soit du côté américain ou européen. Ok ? Je vous ai expliqué un petit peu, donc en lien avec l'actualité macroéconomique, ce que je pouvais attendre du côté du dollar pour le moment. Sur les indices américains, donc pour le moment, pas de nouvelles choses. On a travaillé surtout en scalp les indices sur cette semaine. Je pense notamment au Dow Jones, que j'ai scalp une nouvelle fois hier en fin de session US. Ok. Mais pour le moment, pas suffisamment d'éléments pour envisager des prises de position à moyen terme sur les indices. On a vu effectivement le Nasdaq nous faire un nouvel ATH. On a vu aussi le S&P 500 nous faire un nouvel ATH. Je n'achète pas de nouveaux ATH et je ne vends pas les nouveaux ATH. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de signaux de retournement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui me permettent d'envisager un début de tendance baissière et donc une éventuelle position à la vente. Ça serait beaucoup trop dangereux. Je dis pas que ça va aller plus bas. Peut-être qu'effectivement, à partir de lundi, mardi, je vais avoir des signaux qui vont me permettre de dire « Ok, je vais rentrer en vente ». Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, j'observe, j'attends, je réfléchis, je mets en place des idées pour éventuellement, si telle ou telle confirmation me parvienne, alors exécuter une prise de position. Du côté européen, par contre, ça a été totalement différent. Et là, on va revenir un petit peu sur ce qui se passe en France, notamment, depuis que monsieur le président Emmanuel Macron a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale et donc de lancer des élections législatives. Bon, vous l'avez vu, ça crée le bordel d'un point de vue politique en lui-même. Ça, on est bien d'accord là-dessus et on n'est pas forcément là pour parler de ça. Le problème, c'est que cette instabilité politique, elle entraîne une instabilité sur les marchés et de l'incertitude. Le graphe que vous voyez à l'écran, ça représente les probabilités de défaut de paiement de la France. Ça augmente. La situation en France, elle n'est pas bonne. On voit les CDS qui ont augmenté de manière significative depuis le début du mois de juin. Je vous expliquais ça en détail dans le serveur Discord. Il n'y a pas que ça. On l'a vu aussi sur l'indice français, le CAC 40, l'hécatombe cette semaine. Alors, ça tombe bien, nous on est contents, entre guillemets, parce que dès lundi matin, je vous avais dit que j'allais vendre le CAC 40. Je crois même que je vous l'avais peut-être même dit le week-end dernier, mais je suis pas sûr. Donc là, ce qui est sûr, c'est que le CAC a pris une grosse claque. Une claque plus forte que prévu. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'on vienne chercher tous mes TP aussi vite. D'ailleurs, j'ai même élargi ma position. Parce que de base, là, normalement, ma position, elle était terminée. Donc, j'ai
élargi mes TP parce que je pense que ça va continuer de baisser. Et effectivement, au vu de l'instabilité politique actuelle en France, je vais continuer de vendre le CAC au moins jusqu'au deuxième tour des législatives. Peut-être même après, en fonction de qui aura la majorité à l'Assemblée, etc. Ça, c'est du côté français. Du côté allemand, même si la situation est moins dramatique, on est quand même sur une situation qui n'est pas top du tout. Et donc, j'ai pris la décision de continuer de vendre le DAX cette semaine, ce qui s'est merveilleusement bien passé à nouveau, puisque vous le voyez, on est venu chercher des niveaux très intéressants. Donc moi, j'ai déjà pris pas mal de profits sur ces positions. J'ai déjà remonté mes stop-loss ABE pour les sécuriser. Et le DAX, le prochain niveau sur lequel je souhaite le voir venir travailler, c'est tout simplement cette zone des 17 600 points. Ok ? On verra ce qui se passera cette semaine, mais en tout cas pour le moment, je continue de le vendre. Du côté du Forex, désormais, forcément, il y a eu pas mal de volatilité aussi cette semaine, parce que le dollar a été mouvementé et parce qu'il s'est passé des choses en Europe. Donc, pas mal de volatilité sur Euro-USD. Il y avait une belle vente à prendre sur ce niveau-là que je n'ai pas prise, parce que j'ai très peu travaillé l'Euro-USD cette semaine. J'avais envisagé peut-être un petit rebond si justement on avait un repli du dollar en deuxième partie de semaine. Ça n'a pas été le cas, donc je n'ai pas pris de position. Pour le moment, sur Euro-USD, je ne fais rien. Je suis en phase d'observation, d'accord ? Et c'est tout, d'accord ? Donc là, ce qu'on peut noter tout de même, c'est que si on prend cette impulsion haussière, effectivement, on est dans la zone d'OTE. Mais encore une fois, je vous ai expliqué tout à l'heure que le dollar était en train de retester le support, qui était la résistance qu'il venait de casser. Donc on pouvait éventuellement continuer de monter vers les 106,4 points. Si c'est le cas, Euro-USD continuera de descendre. D'accord ? Donc pour le moment, je ne vais pas m'aventurer sur des positions trop dangereuses comme ça sur euro, tant que je n'ai pas suffisamment de certitude sur ce que va faire le dollar dans les prochains jours. Ok ? Donc voilà pour la partie Forex. Du côté des matières premières, alors on s'est régalé sur le gold cette semaine. Pourquoi ? Parce que lundi, on l'avait pris en scalp, ce qui devait être de base un scalp, et qu'on a finalement prolongé tout au long de la semaine, étant donné les belles performances qu'il a réalisées. Donc voilà la position. Ok ? Maintenant, si on reprend mon graphe CFD 4 heures, ce qu'on observe, c'est qu'avec cette belle performance en hebdo, le gold, il est revenu au-dessus de cette zone de polarité en 4 heures. Ce qui est un signal plutôt bullish. Donc si, à l'ouverture et lundi, on arrive à rester au-dessus de ce support, je pense que le gold devrait repartir à la hausse vers les 2360 points, puis vers les 2400 points. Attention quand même à nouveau au comportement du dollar, même si on a observé que malgré la très forte hausse qu'on avait eue sur le dollar cette semaine, le gold avait lui aussi réalisé de belles performances. Ce qui montre sa résilience actuelle et ce qui montre que l'instabilité qu'on connaît aujourd'hui sur les marchés, l'or est est toujours la valeur refuge par excellence et justement permet aux investisseurs de se protéger dans ce genre de période. Ok ? Et sur le pétrole, donc comme je vous l'ai expliqué, on est toujours dans l'attente de ce scénario. Donc une dernière petite prise de ligue dans la FVG 4 heures qui nous permettrait de revenir tester le support structure 4 heures, justement, avant d'aller chercher de la continuation haussière vers les 81, 83 et 87 points. Ça, ce scénario n'a pas changé. Voilà ce que je pouvais vous dire du côté des marchés financiers traditionnels, les amis. On va désormais pouvoir se tourner du côté du marché crypto. Alors là, ça a été beaucoup plus calme. Il y a eu beaucoup moins d'activité sur les marchés. Ok. Alors, il y a eu une volatilité intraday, des fois assez intéressante, souvent liée d'ailleurs aux actualités macroéconomiques. Mais il n'y a pas eu une semaine de dingue sur les marchés. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti un petit peu du côté des ETF spot Bitcoin, sur lesquels on a observé des sorties nettes assez importante, alors pas catastrophique, pas dramatique, il y a pas de, faut pas paniquer, mais on a observé quand même des sorties nettes assez intéressantes, et puis surtout, on a observé le cours du BTC respirer un petit peu et retracer pour venir chercher l'objectif numéro 1 qu'on s'était fixé, les 65 000 $. Mais oui les amis, je vous l'avais dit. Je vous avais dit qu'on allait revenir travailler entre 63 800 et 65 000 $. Alors pour le moment, on s'est arrêté aux 65 000 $. Effectivement, on est venu faire une prise de leak sous ce niveau-là. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Là, il y a deux options. Soit on va tenir ce niveau-là, on va le réintégrer et on va sans doute repartir vers le haut, à condition aussi qu'on ait un repli du dollar. Ou alors, on va tout simplement casser cette zone de polarité. Et dans ce cas-là, effectivement, on reviendra peut-être
plus bas, donc 63 800 je vous l'ai dit, voire même sur le bas du range, 60 000 $. C'est une éventualité. Maintenant, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que si on dézoome un petit peu, si on prend sur des grosses unités de temps, si on se détache un petit peu des différentes datas à court terme d'order flow, l'order book que je vous montre quotidiennement, retenez bien tout de même que toutes les données techniques et on-chain sont haussières actuellement sur les cryptos et sur Bitcoin notamment. D'accord? Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais effectivement, à court terme, comme je viens de vous l'expliquer, il y a certaines informations qui nous permettent de dire qu'éventuellement, le BTC pourrait revenir plus bas. Et oui, parce que si on regarde l'order book, par exemple, on observe qu'il y a toujours autant d'ordres à revenir chercher justement en direction des 63 800 $. On observe aussi, du côté de l'order flow, que le comportement de l'open interest et des funding rates nous permet d'envisager toujours un retracement un petit peu plus profond. Pareil lorsqu'on regarde le comportement des CVD spots, qui ne soutiennent pas du tout à l'achat le mouvement actuel. D'accord? Donc, il faut bien comprendre cette... comment vous dire? Cette... je vais pas trouver le mot que je veux, mais cette différence, en fait, entre le scénario à court terme que l'on a actuellement et le contexte global à moyen long terme qu'il y a actuellement sur le marché crypto. C'est très très important de comprendre ça, les amis. D'accord? Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Après, globalement, sur le reste du marché, il n'y a pas de gros changements. Ether est quand même relativement toujours assez faible face à BTC et je pense toujours qu'il viendra totalement rééquilibrer ce mouvement, cette impulsion haussière qui avait été créée au moment de la rumeur d'acceptation des ETF, justement. Peut-être que ce sera d'ailleurs les derniers prix d'entrée intéressants avant une reprise haussière. Par contre, on a vu à nouveau certains altcoins être pas mal en difficulté cette semaine. Alors, mon conseil, c'est le même que d'habitude, d'accord? Lorsque le marché prend une claque, comme celle-ci, et comme certains altcoins en ont pris, le NIR, ICP, IMX, Render, Tao, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il ne faut pas FOMO, il faut réinjecter de la liquidité dans le marché, profiter de l'opportunité, mais tout en gardant la liquidité disponible, si jamais on était amené à venir plus bas. Je prends l'exemple du Tao, il y a plein de gens, quand le Tao était à 500, 600 $, 700 $, qui me disaient « Alex, est-ce que tu penses qu'on peut encore acheter du Tao ? Est-ce que c'est une bonne opportunité? Est-ce que c'est intéressant d'acheter du Tao ?» Je leur disais, les gars, c'est peut-être un peu haut. Aujourd'hui, le Tao, il est à 300 $. Il n'y a plus personne qui me pose la question. Pourquoi? Vous êtes passé où? Il vous intéresse plus le Tao? Il devrait vous intéresser. Parce qu'on est revenu, on est actuellement sur des prix d'entrée qui peuvent être intéressants. C'est le cas sur le Tao, mais c'est le cas sur d'autres altcoins. Il y a un autre projet que j'apprécie particulièrement, c'est le projet Alephium. C'est pareil. On est sous les 1,8 $. On est proche d'un support important. Si vous avez des convictions à long terme sur ces projets, profitez des corrections de l'ordre de 5, 10, 15, 20%. Encore une fois, attention, je ne vous dis pas de faire un all-in, d'injecter toute votre liquidité en une seule fois. Pas du tout. Ce que je vous dis, c'est que quand le marché vous propose des opportunités comme celle-ci, il faut que vous soyez capable de les identifier et d'en profiter. Donc pour en profiter, eh bien voilà, on refait une nouvelle entrée, on alloue une partie de son capital au moment de ce retracement, mais on garde toujours du cash de dispo si jamais le marché était amené à revenir chercher plus bas. Très très important, les amis. Okay. Et après, bien évidemment, si vous avez besoin d'accompagnement pour une constitution de gestion de portefeuille, on est là pour ça. Si vous avez besoin d'aide pour de l'analyse, pour de la sélection de projet, on est là pour ça. Vous savez que vous êtes au meilleur endroit pour apprendre et pour prospérer dans l'investissement. Donc voilà. En termes de performance, donc je vous l'avais dit, mais globalement, ça a été une très belle semaine pour moi. Tous les services de Blockchain Capital sont dans le vert, d'accord? Donc franchement, très très belle semaine à nouveau. Même si sur les cryptos, vous voyez qu'on est sur des plus petites performances en ce moment parce que le marché range est pas forcément hyper intéressant. Donc c'est vrai qu'on prend un peu moins de position, ok? Donc voilà, et puis donc semaine prochaine, voilà, comme d'habitude, on suivra tous les événements importants en live, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper, et puis surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Voilà les amis, pour tous ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok, ne bougez pas, je vais répondre à toutes vos questions d'ici un instant. Pour ceux qui étaient sur YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, à me faire vos retours et à me poser vos questions dans les commentaires. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.